Bonjour à tous. Merci à Jean-Paul et aux organisateurs de m'avoir invité pour présenter une exposition sur une histoire de l'éducation physique pour les élèves déficients intellectuels dans les instituts médico-éducatifs. L'exposition est dans le hall d'entrée. Je vous invite donc à regarder cette exposition. Je vais présenter quelques éléments ici très succincts sur le contexte de cette exposition. Alors avec cette exposition, nous examinons le processus qui conduit à une innovation majeure. C'est l'invention au XIXe siècle d'une éducation pour les enfants et adolescents déficients intellectuels, qualifiés de manière médicale, à l'époque, d'idiots, d'imbéciles, d'arriérés, de débiles et d'anormaux. Donc, ce sont des catégories médicales pour qualifier un type de maladie. Alors, cette innovation, comme la plupart des innovations, est un processus d'influence qui se déroule depuis la naissance du projet jusqu'à son officialisation. Ce processus passe également par un changement social qui affecte la structure et le fonctionnement de l'organisation sociale d'un système. Ici, on a une modification des normes sociales. Dans ce processus, nous avons la reconnaissance d'une population à besoins spécifiques, l'invention d'une forme spécifique de l'exercice, à savoir la gymnastique médicale, et le développement de procédés techniques, matériels, architecturaux, pédagogiques, et bien sûr la création de nouveaux métiers. Alors l'invention de l'EPS médico-pédagogique, c'est donc un processus qui se met en place pour cette gymnastique médicale. À la fin du XVIIIe siècle, on a en France un mouvement de réforme qui se met en place dans le champ médical et qui va se développer durant tout le XIXe siècle. Cette transformation fait apparaître des regroupements de malades dans des lieux spécifiques qui vont être créés, hôpital, hospice, asile, et va permettre des préoccupations sociales différentes. Adultes malades, enfants trouvés, vieux, valides, invalides. Avec cette catégorisation, par type de maladie, on va attacher des médecins à ces différents services qui vont développer des spécialisations médicales. Pour développer leur pratique, en même temps, les gymnastes, c'est-à-dire les enseignants d'éducation physique qui font de la gymnastique, pour asseoir leur légitimité, vont investir ces milieux, vont s'engager auprès des médecins pour développer des formes d'activité physique à destination de ces différentes catégories. Alors, entre 1818 et 1890, la conjugaison des trois phénomènes que je vous ai présentés va permettre ici de favoriser la conception de gymnastique médicale pour des catégories de malades, bien sûr, progressivement identifiées, caractérisées et classifiées. Ces formes spécifiques concernent, là j'ai examiné plus particulièrement les enfants, mais d'autres peuvent être adressées aux adultes pour des pathologies déjà présentes au XIXe, l'obésité, le cancer, le diabète. Et donc, avec la création de ces formes, il y a toutes sortes de procédés techniques, matériels et pédagogiques qui vont se mettre en place. Dans la première moitié du XXe siècle, toutes ces formes de l'exercice vont se cristalliser autour de trois pôles. Donc le pôle, c'est la réunion de promoteurs, de groupes d'agents, parfois aux intérêts différents, sociétés, associations, syndicats, salariés. Ils sont concernés par une des orientations possibles d'une forme de l'activité physique. Et là, il se met la production d'un savoir, la création d'une société savante, la publication d'une revue. Et donc l'aboutissement de ces pôles donne le plus souvent à la reconnaissance et à la légitimation d'un nouveau métier. Donc là, on voit ici, par exemple, trois métiers qui vont se mettre en place au XXe siècle. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que l'invention d'un nouveau métier
ne peut être légitimé que par les agents qui contrôlent le système ou le domaine d'activité. Par exemple, les kinés n'ont plus, le métier de kiné n'a pu se créer parce qu'ils avaient la considération et comment dirais-je, sous le contrôle des médecins, et leur intervention est soumise au contrôle des médecins. Et on retrouve ces phénomènes pour les différents métiers. Alors, quand on examine plus particulièrement l'éducation physique pour les déficients intellectuels, c'est donc ce mouvement-là qui se met en place. Et alors, à l'époque, ces enfants déficients intellectuels sont confondus avec la folie qui, à ce moment-là, est une notion sociale, pas une notion médicale. Et donc, avec la réorganisation des hôpitaux, on va regrouper tous les fous dans des établissements qui vont être construits pour eux. Et donc, c'est l'invention des asiles en France. En général, ils vont être créés un asile par département en France. Et donc, on va attacher des médecins à ces établissements. Et alors, le fait d'attacher des médecins à ces établissements, ils vont travailler sur la question de la folie. Et donc, la folie va devenir un objet médical. Et donc, avec ça, va se développer une spécialisation médicale, la psychiatrie. Et donc, le fou obtient un statut de malade mental, et donc devient un alvéole. Et on met en place un traitement spécifique, sous la forme de ce qu'on appelle à l'époque une éducation médicale, à travers le fameux traitement moral. Et on a des promoteurs, instituteurs, gymnastes, qui vont investir les asiles pour développer cette fameuse gymnastique médico-pédagogique. Alors, dès le départ, l'éducation physique a une place centrale grâce à son inventeur, Édouard Seguin. Et donc, lui, il va baser toute la construction du travail d'éducation et d'instruction sur l'éducation physique. C'est le premier socle pour investir l'instruction de ses élèves. Et ce qu'on voit aussi, c'est que le traitement psychiatrique pour ces enfants là, devient très rapidement une éducation générale. Parce qu'en fait, ces enfants idiots ne sont pas malades, ils sont déficients. Mais comme ils sont inscrits dans un statut de malade, c'est cette ambiguïté qui apparaît, et donc on pense les soigner, mais en fait, il n'y a pas de soin possible, c'est finalement de l'éducation. Et donc le traitement moral, finalement, pour cette population-là, c'est de l'éducation. Et donc on a toute une forme d'éducation générale, associée bien sûr à des soins, l'hygiène du corps, le traitement de certaines maladies, les troubles moteurs, de la nurserie, du maternage, du traitement par exemple du gâtisme. Et alors ces procédés d'éducation et d'instruction et de soins se mettent en place dans des annexes de l'asile qu'on appelle l'asile-école. C'est bien sûr, ces services sont sous la direction des médecins hygiénistes, des psychiatres. Et alors ce qu'on voit apparaître, c'est que dès le départ, les promoteurs de ce modèle vont orienter leur action vers l'insertion. Durant tout le XIXe siècle, il y a un modèle d'éducation et d'instruction et de soins qui tend de s'institutionnaliser dans ces services asilaires. Et donc, 3000 enfants sont éduqués et instruits et pratiquent plus ou moins l'éducation physique dans ces fameux asiles-écoles. Donc on a dans la région parisienne Bicêtre, la Salpêtrière, la colonie Vaucluse, la Fondation Vallée et plein d'autres institutions ici qui apparaissent à cette époque-là. Alors, moi, pour bien comprendre le phénomène, on a au niveau de la thèse, on a examiné l'asile-école de Bicêtre, qui est quand même le modèle emblématique de ce qui se passe à l'époque. Et donc, ce modèle médico-pédagogique, 1892-1909, se développe. Par exemple, à l'asile-école de Bicêtre, on va avoir plus de 500 enfants qui vont être éduqués à la fin du 19e. Donc c'est un modèle très organisé. Alors la structuration de la prise en charge. Donc ce cursus, il articule une forme de progression en âge de 2 à 20 ans et en capacité physique entre les valides et les invalides,
un programme éducatif et scolaire, avec un service d'éducation primaire, une petite école, une grande école, des soins thérapeutiques si nécessaire, et bien sûr une éducation physique sous la forme d'une progression en 3 gymnastiques. Gymnastique rudimentaire type école maternelle, petite gymnastique type école primaire, et la grande gymnastique, c'est la grande gymnastique des collèges et des lycées qui se développent à l'époque. Alors on a un modèle élaboré et assez novateur quand même. Hein. Et donc les pédagogues qui développent ce modèle dans l'asile s'appuient sur les programmes scolaires en vigueur. Ils reprennent toutes les disciplines des programmes scolaires, mais bien sûr ils vont faire un traitement pédagogique, un traitement didactique pour les adapter et voire les enrichir, les modifier pour les adapter à la population auquel ils s'adressent. Alors, l'âge d'or de ce mouvement, eh bien, c'est l'innovation pédagogique. Alors, l'innovation pédagogique, c'est une série d'éléments que vous allez pouvoir voir au niveau de l'exposition. Plein de petites choses qui sont mises en œuvre, qui sont tout à fait remarquables pour l'époque. C'est une orientation pédagogique vers l'autonomie et l'insertion, déjà au XIXe siècle. Hein. Bien sûr, comme je disais tout à l'heure, c'est une relation étroite avec les programmes scolaires, la mise en place de programmes, et bien entendu, un personnel spécialisé et qualifié. C'est-à-dire que les infirmières qui vont être embauchées dans ces services vont être des infirmières qualifiées et qui vont devenir des infirmières institutrices et qui vont passer des diplômes. Et donc, on a dans ces services des gens extrêmement bien qualifiés quand on examine le reste de ce qui se passe au niveau de l'éducation scolaire. Alors, les étapes marquantes de cette éducation physique dans ce secteur médico-éducatif, hein, c'est donc d'abord 1838-1909, l'invention de cette éducation physique dans l'espace asilaire. Ensuite, de 1909 à 1948, il y a un moment de grand sommeil et durant lequel ce modèle d'éducation va disparaître plus ou moins. En 1909, c'est la disparition des promoteurs de ce mouvement-là, et puis c'est l'apparition en France d'un mouvement qui va se développer à travers la question de la psychologie, et puis la création de ce qu'on a appelé à l'époque les classes de perfectionnement, qui sont aujourd'hui devenues des classes d'intégration scolaire. Donc on a tout un mouvement ici autour de l'instruction scolaire qui va ici générer des difficultés pour l'existence de ce modèle asilaire. Et puis finalement, à partir de 1948, ce mouvement va renaître sous une autre forme, hein, jusqu'en 89. Et donc là, on voit en France, pour la première fois, l'officialisation de l'éducation physique devient obligatoire dans les instituts médico-pédagogiques en France, 1948. Et enfin, donc, 1989 à aujourd'hui, eh bien, on a cette confirmation d'une identité scolaire de l'éducation physique. Alors, pour terminer, je voulais essayer d'élargir un peu la réflexion en partant de cette innovation sur la gymnastique médico-pédagogique. Et donc là, je voulais donner quelques réflexions là, sur les modèles qui se développent au niveau de l'activité physique, donc à destination de ces différents publics vulnérables. Alors, nous considérons que ce sont des conjonctures qui créent les conditions d'une spécialisation de l'activité physique. Hein, c'est-à-dire que là, je vous ai montré au niveau de la gymnastique médicale, elle apparaît parce qu'il y a des spécialisations médicales qui se mettent en place, parce que les hôpitaux se réforment, se réorganisent. Et donc voilà, c'est un élément de conjoncture qui permet ici de créer cette fameuse gymnastique. Et donc, quand on regarde le sport adapté, l'activité physique adaptée, le sport santé, et ici on essaie de rechercher ces éléments de conjoncture qui font que ces mouvements spécifiques apparaissent.
Et ce qu'on voit aussi, c'est que l'invention d'une spécialisation de l'exercice corporel s'appuie toujours sur le modèle dominant de l'exercice. La gymnastique médicale s'appuie sur la gymnastique, le sport adapté s'appuie sur le sport, les APA, au départ, s'appuient sur le PS. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que le développement de ces formes sont toujours à l'initiative de promoteurs de l'exercice. Alors on a des gymnastes, on peut avoir des éducateurs, des moniteurs, des professeurs. Avec les APA, on a des étudiants. Souvent, ces promoteurs investissent le milieu sous le contrôle des médecins. Et donc, tous ces promoteurs pénètrent les différentes institutions spécialisées pour vulnérables, les hôpitaux, tous les établissements, et bien sûr la société civile, les clubs, les associations, les entreprises. Enfin, ce sont des événements majeurs qui permettent de cristalliser une spécialisation autour d'un pôle spécifique. Par exemple, la gymnastique de rééducation physique, avec la création du kiné, elle se cristallise et elle se met en place suite aux 2 guerres mondiales et à l'industrialisation en France avec les usines. Donc là, avec les usines, on a de nombreux blessés de guerre, de blessés d'accidentés du travail, et avec les 2 guerres, on a de nombreux blessés de guerre qu'il faut soigner. Et donc, c'est ces éléments-là de cristallisation qui permettent ici de construire le socle de la gymnastique de rééducation physique, avec ce fameux métier de kinésithérapeute. Et pour terminer, ce sont ces mêmes promoteurs qui investissent, qui s'associent à des groupes de pression et qui tentent bien sûr de contrôler un secteur de marché. Et donc là, il s'agit de légitimer par eux-mêmes leurs fonctions professionnelles, en définissant bien sûr les bénéfices retirés d'une modalité d'intervention et organiser bien sûr la reconnaissance officielle d'un nouveau métier. Donc là, c'est l'enjeu, par exemple, pour les APA d'aujourd'hui, de légitimer de nouveaux métiers concernant l'APA. Voilà, je vous remercie pour m'avoir écouté.